Bonjour à tous. Alors dans cette vidéo, on va corriger plusieurs exercices du TD4. On va commencer par le 7. Alors le 7 nous demande d'étudier une certaine intégrale qui va dépendre d'un petit paramètre réel A et on doit donner une condition nécessaire et suffisante en fait sur ce réel pour que cette intégrale IA converge. Alors on fait comme on a vu dans le cours. On commence tout de suite par parler de la continuité. Donc au préalable, on fixe le réel A et on fait comme on a l'habitude. La fonction, je vais lui donner un nom parce que je vais la réutiliser. On va l'appeler FA parce qu'elle va dépendre de A. Donc la fonction t moins sinus de t divisé par t puissance A, c'est une fonction qui est continue sur 0 plus l'infini. Attention, a priori, c'est pas continu en 0. Si vous regardez la limite de cette fonction lorsque t tend vers 0, a priori, ça ne fait pas un nombre fini. Donc on a deux caractères impropres comme vous voyez ici, et quand on a deux caractères impropres, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on étudie deux intégrales différentes. Donc on étudie, bon, là on va étudier deux intégrales, alors on ne va pas les appeler I et J, on va les appeler plutôt J et K. La première c'est l'intégrale JA entre 0 et 1 de f de t dt. Et la deuxième, c'est le nom que je lui donne, l'intégrale KA entre 1 et plus l'infini de f de t dt. Notez que ici, j'ai mis ici là, j'ai mis 1, mais j'aurais pu mettre n'importe quoi, j'aurais pu remplacer cette borne par n'importe quoi, j'aurais pu mettre, je sais pas moi, 2 et 2, ça ne change absolument rien, étant donné que le vrai problème c'est en 0 et en plus l'infini. Okay, donc si vous voulez le 2, ou j'aurais pu mettre un réel c, ça ne change absolument rien. Je reviens simplement à la définition d'une intégrale généralisée dans le cas de deux bornes impropres. Hein. Okay. Alors, on étudie d'abord JA. Étude de JA. Et vous voyez donc le problème, lorsque j'étudie cette fonction sur 0, 1, le problème se situe en 0. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire en 0? On a envie de calculer par exemple un équivalent ou faire une majoration. Alors les majorations, là, ça va être un peu compliqué. On va plutôt faire un équivalent. On connaît un équivalent de sinus. Mais faites attention, on n'a pas le droit de soustraire des équivalents. On n'a pas le droit de. Ce qu'on n'a surtout pas le droit de dire, c'est que f, notre fonction f, elle est équivalente à t moins t sur t puissance a. Okay, on n'a pas le droit juste de dire je fais un équivalent du sinus et du coup je soustrais les équivalents. Non, ça on n'a pas le droit, tout simplement, on ne peut pas les sommer ni les soustraire les équivalents. Mais vous savez que si on veut trouver un équivalent, on peut très bien faire un développement limité et on prendra le premier terme non nul qui apparaîtra dans ce développement limité. Ça sera ça l'équivalent. C'est exactement ce qu'on va faire ici. On sait que, ça c'est d'après le cours, hein, que sinus de t, on connaît un développement de sinus de t lorsque t tend vers 0, t moins t3 sur 6. Donc, je vais venir obtenir un développement limité de ma fonction f. Bah, ça va faire quoi? Ça va faire t moins t3 sur 6 divisé par t puissance a. Si je simplifie tout, je vais simplement obtenir t puissance, alors je vais plutôt le mettre sous une forme d'un terme général d'intégrale de Riemann. Donc ça va faire a-3. Alors il va rester, oui bien sûr, il restera le petit o, donc je vais le laisser, donc ça fait t3 sur 6 plus petit o de t3. Voilà, t puissance a. Mais le numérateur, il est équivalent à quoi? Ce numérateur-là. J'ai un développement limité du numérateur. Je prends le premier terme de ce développement limité, ça va être ça mon équivalent. Donc le numérateur est équivalent à t puissance 3 sur 6, et le dénominateur, je n'ai pas d'équivalent plus simple que lui-même. Donc en simplifiant, on va obtenir 1 divisé par 6 t puissance 3 moins a. Et qu'est-ce qu'on peut dire maintenant? Bien, on reconnaît en fait le terme général d'une intégrale de Riemann.
et l'intégrale entre 0 et 1 de 1 sur... Le 6 n'a aucune importance, c'est une constante, j'aurais très bien pu le sortir. Cette intégrale-là converge si et seulement si ce qu'il y a ici, le 3 moins a, est quelque chose de plus petit que 1 strictement. Donc, je l'écris, converge si et seulement si 3 moins a strictement plus petit que 1. Et ça va nous donner donc que a est plus petit que a est plus grand que 4. Voilà. Donc on obtient notre première condition. Alors je crois que c'est plutôt A-3. Excusez-moi, là c'est A-3. Donc là on obtient notre première condition. Hein. C'est plutôt A-3 ici. Ce qui nous fait plutôt A plus petit que 4. Donc voici notre condition sur A, en tout cas pour que le premier morceau converge. Quand on a deux intégrales à étudier, là on a JA et là on a KA, si on veut que notre intégrale de départ, c'est-à-dire celle sur 0 plus l'infini converge, il va falloir que les deux convergent, à la fois JA et KA. On a donné une première condition sur JA pour que JA converge et il faut absolument que le A soit plus petit que 4. C'est une condition nécessaire et suffisante. Maintenant on étudie KA. Étude de K de A, alors qu'est-ce qu'on va faire? Reprenons notre fonction, c'est-à-dire, c'était quoi? C'était t moins sinus t sur t puissance A. Alors, là, le problème va se situer en plus l'infini, parce que notre fonction, elle est continue sur 1 plus l'infini. La borne impropre ici, dans notre cas, pour l'intégrale k, c'est plus l'infini. Alors, il faut réfléchir, qu'est-ce qu'on peut faire en plus l'infini? On a envie de... Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Eh bien, on pourrait dire, bon allez, j'essaie de majorer, et dire, ben voilà, je fais l'inégalité triangulaire, donc je vais prendre un t plus grand que 1. Ça c'est un brouillon, hein. Je vous dis ce qu'on aurait pu faire. Ça fait valeur absolue de t plus valeur absolue de sinus de t. Si par exemple vous souhaitiez utiliser le théorème de comparaison par majoration, on essaierait de faire une majoration en valeur absolue. Valeur absolue parce que fa de t n'est pas de signe constant. La fonction fa peut changer de signe. Donc là on pourrait dire, bah voilà, le sinus je le majore par 1, le t étant positif je retirerai les valeurs absolues, donc a priori on aurait ça. Mais le problème c'est qu'est-ce qu'on fait maintenant avec ça? C'est ça le souci. Le problème, c'est que même si on fait un équivalent et qu'on arrive à retrouver ce qui ressemble au terme général d'une intégrale de Riemann, le problème, c'est que le théorème de comparaison par majoration ne nous donne pas une équivalence. Okay, ça ne nous donne qu'une implication. Ça nous dit juste que si cette intégrale-là converge, alors cette intégrale-là converge. Donc on va obtenir une condition sur A, mais ça ne sera pas une condition nécessaire et suffisante. C'est ça le problème. C'est pour cette raison qu'il faut faire un équivalent. Parce que le théorème de comparaison par équivalence, lui, nous donne vraiment une condition nécessaire et suffisante. Il nous dit que l'intégrale de f converge si et seulement si l'intégrale de g converge. Okay, dans le cas où nos deux fonctions sont équivalentes. Imaginons que la borne impropre soit en B. Voilà, c'est ça qui est important, vous voyez, cette équivalence. C'est pour cette raison qu'on va vouloir faire un équivalent. Alors, le problème, c'est qu'on ne connaît pas d'équivalent de sinus de t en plus l'infini. Alors pour ça, bah, on va factoriser par exemple. Donc ça va faire 1 moins sinus de t sur t. Et là, je vais diviser par t puissance a. Et donc en simplifiant, eh bien, je vais obtenir... alors, on va plutôt le laisser en dessous. 1 moins sinus t sur t divisé par t puissance a moins 1. Maintenant, on remarque que ce terme-là, sinus t sur t, on remarque que lui tend vers 0, en plus, lorsque t tend vers plus l'infini. D'accord? Donc, bah, ce qu'on peut dire, c'est que le numérateur est équivalent à 1. Tout simplement parce que
le numérateur tend vers 1. Alors, je vais l'écrire et puis je vais dire un petit peu pourquoi après. Donc, ça c'est équivalent lorsque t tend vers plus l'infini. Je fais un équivalent du numérateur. Le numérateur est équivalent à 1, donc on va obtenir ça. Peut-être qu'on va faire un petit rappel. On va faire un rappel ici. Rappel très important qui nous dit que si une fonction est équivalente à un nombre non nul, alors c'est plutôt la limite, pardon, en un point, peu importe, hein, je vais mettre, je sais pas moi, alpha, qui est non, différent de 0, alors f de t est équivalente à ce nombre. C'est exactement ce que je fais ici, et le numérateur tend vers 1, donc le numérateur est équivalent à 1. À partir du moment où la limite est finie et non nulle, et ben c'est l'équivalent. C'est exactement ce que j'utilise ici. Maintenant, on utilise la même méthode qu'on a fait juste avant. On dit que et l'intégrale de Riemann. Donc là, je ne l'écris pas, mais c'est une intégrale de Riemann. Et l'intégrale entre 1 et plus l'infini de 1 sur t puissance a moins 1 converge. Si et seulement si, là c'est différent. Là, il va falloir que ce que j'ai entouré en rouge soit strictement plus grand que 1. Donc on l'écrit. Ça c'est d'après le cours, hein, toujours. Et donc le A est plus grand que 2. Et maintenant on peut conclure. Donc ça c'est d'après le... Alors, comment on va conclure Peut-être que... Ouais, donc c'est vrai qu'ici je ne l'ai pas écrit, mais à partir d'ici, vous voyez, cette intégrale converge si et seulement si a plus petit que 4. Donc peut-être que ce que j'aurais pu écrire, c'est que l'intégrale JA converge si et seulement si A est plus petit que 4. Bon, alors je vais l'écrire pour KA. D'après le théorème de comparaison, par équivalence, eh bien, on peut dire deux choses. L'intégrale JA converge si et seulement si, on a dit quoi? On avait dit A plus petit que 4. L'intégrale KA converge si et seulement si A plus grand que 2. Donc vous voyez que ces deux conditions doivent absolument être respectées. On veut que les deux intégrales convergent, donc ces deux conditions doivent être respectées. Donc on va prendre la contrainte qui correspond aux deux. Hein. On va prendre les deux contraintes en même temps. Et on va dire que ainsi, IA converge si et seulement si, eh bien j'ai les deux conditions qui sont respectées, c'est-à-dire A plus petit que 4 et A plus grand que 2, c'est-à-dire que le A est un nombre réel entre 2 et 4. À partir de là, ça conclut. Alors on va passer à l'exercice 8. Donc on commence par démontrer une double inégalité ici. Donc le but de l'exercice c'est d'étudier cette intégrale qui va dépendre d'un nombre réel petit a. Et pour ça on nous aide un petit peu, on nous demande de démontrer d'abord une double inégalité. Donc ce qu'on va faire, on va séparer ça en deux points. Ça on va l'appeler, je sais pas moi, étoile. Et ça on va l'appeler double étoile. Et on va démontrer séparément les deux inégalités. Alors c'est parti. On va commencer par l'inégalité étoile. Bon, là, il n'y a pas grand chose à faire. Si vous prenez un réel t plus grand que 1, alors par croissance de la fonction logarithme, par croissance de la fonction qui a t associé à ln de t, toujours préciser le domaine où c'est croissant, donc là ça va être 1 plus l'infini, même si c'est sur 0 plus l'infini. Mais peu importe, c'est que là-dessus on en a besoin. On va obtenir quoi? On va pouvoir composer
l'inégalité ici par la fonction ln qui est une fonction croissante. Donc le sens de l'inégalité ne change pas. Et ça fait exactement ce qu'on veut. Ça fait ln de t supérieur à 0. En fait, c'est une inégalité large. Donc le premier est OK. Maintenant, on va passer au deuxième. Et pour le deuxième, c'est quelque chose de général, en fait, de très courant. Quand vous devez démontrer une inégalité, très souvent, on se ramène à étudier une fonction. Je vais vous donner un autre exemple. Imaginez, par exemple, je vous dis, démontrer que pour tout t positif, ln de 1 plus t est plus petit que t. Si je vous demande de démontrer ça, le plus simple, il y a plusieurs méthodes, mais le plus simple, c'est d'étudier une certaine fonction. Ça va être, alors vous passez un terme de l'autre côté, par exemple le t, vous le passez de l'autre côté, et vous allez étudier par exemple cette fonction-là. Et le but, ça va être de montrer que la fonction est positive. Positive pour tout réel t positif. Si vous démontrez ça, si vous démontrez que la fonction est positive, eh bien, ça veut dire que tout ça, c'est positif. Alors, excusez-moi, c'est négatif. Là, il faudra montrer que c'est négatif, pardon. Donc, si vous démontrez que f de t est négative, eh bien, ln de 1 plus t moins t sera négatif. Et donc, en passant le t de l'autre côté, ça sera OK. Vous auriez pu aussi étudier cette fonction-là. Là, je passe un petit peu de temps parce que c'est quelque chose de récurrent quand même. Voilà. Si vous êtes dans ce cas-là, vous auriez aussi pu étudier la fonction t moins ln de 1 plus t. Donc en fait, lui, je le passe de l'autre côté. Et j'étudie la fonction qui se cache à droite. D'accord ? Et pour démontrer cette positivité, eh bien, vous étudiez la fonction f. Vous faites un tableau de variation. Donc là, c'est exactement ce qu'on va faire ici. Alors, posons pour tout t plus grand que 1, c'est une inégalité large, on va poser, alors f de t est égal, alors là je décide, je sais pas, qu'est-ce qu'on va faire, on va prendre lui et puis on va le mettre de l'autre côté, d'accord? On aurait pu faire l'inverse, hein, ça n'a aucune importance. Donc ln de t moins racine de t. Étudions cette fonction, établissons son tableau de variation. Pour ça, on a besoin de la dériver. Alors, ne dérivez pas tout de suite. Il faut bien dire que la fonction est dérivable. Alors, donc là, c'est le cas. Sur une copie, bien préciser que la fonction f, elle est dérivable sur l'intervalle d'étude, 1 plus l'infini. Et pour tout t plus grand que 1, et là c'est parti, vous dérivez. La dérivée de ln de t, c'est 1 sur t. Et la dérivée de racine de t, c'est 1 sur 2 racines de t. Je mets au même dénominateur et ça va me faire 2 racines de t moins t, le tout divisé par 2t racine de t. Vous voyez que le dénominateur est positif. Donc il n'y a pas de problème, il s'agit d'étudier le numérateur. Alors pour étudier le numérateur, on va raisonner par équivalence et on va se poser la question. Alors, on va raisonner par équivalence et on va se poser la question quand est-ce que le numérateur est positif? Qu'est-ce que ça veut dire que ce numérateur est positif? On raisonne par équivalence et on va essayer de trouver une autre condition plus simple parce que là pour l'instant c'est un peu compliqué de savoir pour quelle valeur de t ça c'est positif. Bon, les trucs habituels, je passe de l'autre côté. Évidemment, quand on a une racine carrée, on a envie de la faire sauter. Donc je compose cette inégalité par la fonction carrée qui est une fonction croissante sur R+. Et là, les éléments avec lesquels je travaille sont des éléments de R+. Donc je peux mettre au carré, je mets tout au carré. Et je vais mettre le 4t, je vais le mettre de l'autre côté et je vais factoriser par t. Donc ça va faire t facteur de t-4 négatif. Donc en fait, les valeurs de t pour lesquelles le numérateur est positif, ce sont les valeurs de t pour lesquelles t fois t-4 est négatif. Mais t fois t-4, c'est super simple à étudier. Donc faisons un tableau de signes de t fois t-4. Regardons où est-ce que c'est négatif.
et les valeurs de t pour lesquelles ça sera négatif, ça sera les valeurs de t pour lesquelles notre numérateur sera positif. Alors faisons tout de suite un tableau de variation, enfin de signes. Je me suis peut-être un peu emballé, là il est un peu grand. Donc là j'ai 1, là j'ai 4. J'ai plus l'infini, alors qu'est-ce que je vais avoir? Donc je vais avoir t, ensuite je vais avoir t moins 4. Ensuite ça va me donner le signe de 2 racines de t moins t. Puis je vais avoir le signe de f' de t, et enfin je vais avoir les variations de f. Attention, ne mettez pas f de t. Hein. Les variations, c'est pour des fonctions, c'est pas pour des nombres. J'essaie de faire un truc à peu près propre. Voilà. Donc ça fait quelque chose comme ça. Alors attendez, on va faire une gomme de précision. Là, on va mettre ça comme ça. Alors là maintenant on a juste, c'est que du remplissage, il n'y a pas de difficulté particulière. Donc évidemment ici on va tracer un trait. Et maintenant je remplis mes signes. Alors t quand est-ce qu'il est positif? Sur 1 plus l'infini il est toujours positif. T-4 s'annule en 4, c'est donc négatif avant 4 et positif après. Et c'est là que ça devient intéressant. Regardez ce qu'on a fait. On a démontré que les valeurs de t pour lesquelles t fois t-4 est négatif, ce sont les valeurs de t pour lesquelles 2 racines de t moins t est positif. Donc là, 2 racines de t moins t sera positif ici et négatif là. Donc ma fonction f' sera positive et négative. Et donc je vais avoir une fonction qui sera croissante. Je vais virer ça. Et je vais avoir une fonction décroissante sur 4 plus l'infini. Voilà. Regardons un petit peu ce qui se passe aux bornes. Alors f de 1, ça fait quoi? Ça fait ln de 1 moins racine de 1, c'est-à-dire moins 1. Donc on écrit moins 1. Et ici, ça fait ln de 4 moins 2. Donc 2ln de 2 moins 2. Et ce qui est important, c'est que ça, c'est négatif. Alors vous pouvez retenir que ln de 2, c'est environ 0,67. Donc c'est pour ça que j'affirme que 2ln de 2 moins 2, c'est négatif. Et vous n'avez pas besoin de savoir la valeur ici. Là, j'écris pas utile. Bon, évidemment, elle n'écrivait pas sur une copie, mais elle n'est pas utile cette valeur. Pourquoi? Parce que de toute façon, là, la fonction, elle est négative. Regardez. La fonction, elle part de moins 1. Elle arrive à quelque chose qui est négatif. Et ensuite, elle redescend. Donc, en fait, notre fonction, elle est toujours négative. Donc là, on peut écrire, d'après le tableau, on peut affirmer que pour tout t supérieur ou égal à 1, notre fonction f est toujours négative, c'est-à-dire que pour tout t supérieur ou égal à 1, eh bien, en mettant le racine de t de l'autre côté, ça fait ln de t moins racine de t. Ça fait ln de t inférieur ou égal à racine de t. Et ça, c'est notre deuxième inégalité qu'il fallait démontrer. Voilà. Alors, après, il y a des choses à faire. Donc, je vais recopier l'intégrale. Donc, c'est ln de t sur a carré plus t carré. Maintenant, on va pouvoir étudier l'intégrale. Donc, deuxième question. Je prends a, un réel, et je pose I de a, c'est l'intégrale entre 0 et plus l'infini de ln de t sur a carré plus t carré dt. Et je dois faire quoi? Je dois étudier la convergence. Bon, on étudie toujours, on fait toujours les méthodes vues en cours. Premier point, on a besoin de savoir où est-ce que c'est continu. La fonction, je vais lui donner un nom parce que je vais l'utiliser, et cette fonction va dépendre de a, donc je l'appelle fa. La fonction f qui a t associe ln de t sur a carré plus t carré, elle est continue
sur 0 plus l'infini. A priori, en 0, il y a un caractère impropre. Hein. La fonction n'est pas continue a priori en 0, enfin elle n'est même pas du tout continue en 0. Si vous faites la limite de ça lorsque t tend vers 0 plus, eh bien vous obtenez moins l'infini. Donc la fonction fa n'est pas continue en 0. Voilà. Il y a donc ce qu'on appelle deux caractères impropres, 1 en 0, 1 plus l'infini, donc on va devoir étudier deux intégrales différentes. On l'écrit. On doit étudier deux intégrales. La première, on va lui donner un nom, on va l'appeler JA. Ça sera l'intégrale entre 0 et 1. Retenez que 1 est une valeur pour fixer les idées. J'aurais pu prendre 2, 10, pi, ce que je veux, à partir du moment que c'est dans 0 plus l'infini, 0 exclu. Et je vais donner un nom, autant l'appeler F. Hein. Et la deuxième, c'est l'autre morceau. En fait, le 1 ne pose pas de problème. De toute façon, c'est continu en 1. Ce qui va poser problème, je découpe en fait mon étude. Le 1 n'a aucune importance. Hein. Le 1, la fonction fa est continue en 1, donc il n'y a pas de problème. C'est surtout le 0 et le plus l'infini. Pour ça, on étudie donc deux intégrales. Et on commence par la première étude de JA. Alors, le problème se passe en 0, d'accord? Donc, on doit étudier cette fonction-là au voisinage de 0. Bon, on ne connaît pas d'équivalent de ln de t. Là, je pars directement sur un équivalent parce que c'est la chose la plus simple et la plus courante. Les majorations, ça peut être un petit peu délicat. En tout cas, quand c'est au voisinage de 0, on fait rarement des majorations. Donc, ln de t, je ne connais pas d'équivalent de ln de t plus simple que lui-même en 0. En revanche, le numérateur, vous voyez vers quoi il tend lorsque t tend vers 0? Le numérateur tend vers a carré. Et a carré est différent de 0. Donc le numérateur est équivalent à a carré. C'est pour ça qu'on va écrire ça. Alors, fa de t, ça va être équivalent lorsque t tend vers 0 plus à ln de t sur a carré. On peut l'écrire d'une autre façon, ça n'a aucune importance. Ce que je fais, c'est juste pour vous montrer que on retrouve en fait c'est l'intégrale entre 0 et 1 de ln de t, c'est une intégrale de référence et on sait qu'elle converge. On a envie de conclure direct et dire, bon voilà, l'intégrale JA converge. Mais faites attention, le théorème de comparaison par équivalence fonctionne seulement avec des fonctions positives. fa de t, ce n'est pas positif au voisinage de 0 et ln de t non plus. En fait, c'est négatif. Ça ne coûte pas plus cher de rajouter des valeurs absolues, l'équivalent sera encore vrai, et donc j'obtiendrai ça. Mais vous voyez le t là qui apparaît. Ce t là, j'ai pas dit soit t appartenant à quelque chose. Donc on a l'impression que c'est pas très rigoureux ce que je fais, que j'ai une variable qui n'est pas définie. En fait, lorsqu'on fait un équivalent, il est sous-entendu que le t qui apparaît, donc ici, ici et ici, c'est sous-entendu que c'est une valeur de t très très proche de 0. Imaginez là vous avez 0. Et qu'est-ce qu'on fait? On va prendre un t qui est très très proche de 0 et c'est sous-entendu et on n'en parle même pas. Ce qui veut dire que, c'est pour ça qu'on ne le fixe pas ici, ce qui veut dire qu'ici ce t c'est un nombre réel qui est très très proche de 0 et quel est le signe de ln de t lorsque t est proche de 0? Négatif. La fonction ln est négative sur l'intervalle 0, 1. Donc lorsque je prends un t qui est proche de 0, bon bah, je vais obtenir quelque chose de négatif. Donc la valeur absolue va changer, il y a un moins je vais pouvoir la retirer, mais je vais devoir mettre un signe moins. Et donc ça va faire moins 1 sur a carré fois ln de t. Et on sait que l'intégrale entre 0 et 1, ça c'est une intégrale de référence. On sait que cette intégrale converge. Peut-être, vu qu'on est ensemble, on peut en profiter. Je vais vous dire, je vais dire pourquoi. Parce que le souci c'est en 0, je remplace ça par un x. Je suis capable de trouver une primitive très facilement, c'est t ln de t moins t. Entre x et 1, ça fait quoi? Ça fait x ln de x moins x ln de x moins x, moins la valeur en 1, ça va juste faire plus 1, et ça tend vers quoi lorsque x tend vers 0? Lui va tendre vers 0 par croissance comparée, et donc il va me rester juste 1.
Donc là, ce que j'ai démontré deux choses, ce que je viens de faire en vert. J'ai démontré à la fois que cette intégrale-là convergeait, parce que la limite ici, elle est finie, on obtient quelque chose de fini, et j'ai démontré en plus que cette intégrale était égale à 1. J'ai fait en fait deux choses. Mais bon, là c'est facile, c'était une intégrale, c'est une intégrale où on pouvait calculer facilement la primitive. Donc on peut conclure, d'après le théorème de comparaison par équivalence, qu'est-ce qu'on a démontré? On a démontré que l'intégrale entre 0 et 1 de valeur absolue, n'oubliez pas les valeurs absolues, c'est important, même si en fait on peut les retirer après, mais c'est important. On a démontré que cette intégrale convergeait, mais si je converge avec des valeurs absolues, je converge sans, c'est un résultat du cours. Donc l'intégrale sans les valeurs absolues converge. C'est pour ça tout à l'heure que je vous avais dit, c'est pas très grave de rajouter les valeurs absolues, précisément parce que la convergence absolue implique la convergence. C'est pour cette raison que c'est... Voilà. Si dès le début j'ai rajouté des valeurs absolues, bah, c'est pas grave. Pour la conclusion, il n'y aura pas de problème. Donc l'intégrale sans les valeurs absolues converge, c'est-à-dire que JA converge. Voilà. Maintenant, on va étudier KA. Alors, je refixe A, même si on sait ce que c'est. Je refixe A. D'ailleurs, c'est bien un réel... alors, je suis en train de me poser une question. Non, c'est bon. Alors, soit A appartenant à R, je vais étudier l'intégrale K. Alors, on va revoir ce que c'est. Donc, c'est au voisinage de plus l'infini qu'il va se passer un problème. Alors, pour ça, bah, je vais justement utiliser ma majoration que j'ai démontrée dans la question. On a, pour tout t, A plus grand que 1, qu'est-ce qu'on a? On a que ln de t sur... Alors, oui, je vais utiliser la question 1. La question 1 va me permettre de majorer le numérateur, chose que je suis en train de faire. Voilà, et je vais pouvoir faire un équivalent de lui lorsque t tend vers l'infini. Comment je fais? Bah, le numérateur, lui, est équivalent à t carré. Le numérateur est équivalent à t carré, donc ça va faire quoi? Ça va faire racine de t sur t carré. Mais la racine carrée est une puissance 1,5. Donc en fait, ça fait 1 sur t puissance 1,5, et c'est reparti. Ça, c'est une intégrale de... c'est le terme général d'une intégrale de Riemann. Et l'intégrale entre 1 et plus l'infini de 1 sur t puissance 3,5 converge. C'est une intégrale de Riemann. Donc, d'après le théorème de comparaison par majoration, j'ai bien le droit de l'utiliser parce que c'est positif, important. Si vous ne l'écrivez pas, vous n'avez pas les points. D'après le théorème de comparaison par majoration, l'intégrale KA converge. Phrase de conclusion, ainsi, c'était IA converge. Et on a fait ça, peu importe le réel A. On n'avait aucune condition sur A, on l'a fait pour tout réel A, sans qu'il y ait de condition particulière. Alors, on va continuer. Alors, question 3. C'est quoi la question 3? En posant U égale 1 sur T, montrer que I1 est égal à 0. Alors, peut-être qu'on va écrire ce que c'est I1. Commençons par I1. C'est l'intégrale entre 0 et plus l'infini de ln de T sur
t carré plus 1. J'ai pris a égale 1, tout simplement. Alors, on me suggère de faire ce changement de variable, u égale 1 sur t. Alors, c'est bien ça, u égale 1 sur t. Oui. Il y a trois choses à écrire sous l'égalité, c'est toujours pareil. On écrit le changement de variable qu'on nous suggère ou celui auquel on a pensé. On exprime l'autre variable, donc ça fait t égale 1 sur u. Et vous voyez là, il faut savoir ce que c'est le dt. Donc qu'est-ce qu'on va faire dans cette égalité-là? On va dériver. Donc ça va faire dt est égal à moins 1 sur u carré du. Et là, on peut y aller. Alors peut-être que je vais redimensionner ça un petit peu. Tac. Donc je commence par changer mes bornes. Posez-vous la question, lorsque petit t vaut 0, que vaut u? Bah, c'est écrit. Hein. Lorsque t vaut 0, mais quand je dis t vaut 0, c'est plutôt lorsque t tend vers 0 plus, u tend vers quoi? Ben, le u va tendre vers plus l'infini. Donc lorsque t tend vers 0 plus, u tend vers plus l'infini. Et lorsque le t tend vers l'infini, u tend vers 0. C'est pour ça que là on met 0. Là je vais donc avoir ln de 1 sur u. Je ne veux plus de t, hein. Tout doit être exprimé à l'aide de u maintenant. Et en bas je vais avoir 1 sur u carré plus 1. Et là vous avez votre dt qui est égal à moins 1 sur u carré du. Alors on continue. Je peux inverser ces bornes et plutôt écrire l'intégrale entre 0 et plus l'infini, mais si je fais ça, j'ai un signe moins qui apparaît. Mais c'est pas grave parce que donc, je vais inverser les deux, je vais avoir un signe moins qui va apparaître, mais il y en a un qui est ici, donc j'ai deux signes moins. Vous voyez, ils vont se compenser, donc ça va faire l'intégrale entre 0 et plus l'infini. Maintenant ici, là, je vais utiliser les propriétés du ln, ça fait moins ln de u, après les propriétés du logarithme. Donc ça va faire. Et le moins, cette fois, je le mets devant ce moins là, d'accord? Donc moins ln de u. Je mets au même. Enfin non, là, il n'y a même pas besoin. Ce u carré là, je vais le développer avec le dénominateur et ça va faire. Ça va faire 1 plus u carré. C'est égal, c'est-à-dire égal à moins i1. Je passe moins i1 de l'autre côté. Ça fait 2i1 égale à 0. Donc i1 égale à 0. Voilà. Et tout à l'heure j'avais vu, du coup, il faut la calculer cette intégrale maintenant. Alors, on nous demande maintenant de calculer IA, l'intégrale IA. Donc c'est l'intégrale de ln de t plus ln de t sur a carré plus t carré. Alors, ils sont sympas, ils nous disent un peu le changement de variable qu'il faut utiliser. On fait la même méthode. Donc on nous dit de poser c'était t égale à u. Tout de suite, j'écris u en fonction de t. Donc u c'est t sur a. Et je regarde ce qui apparaît là, le dt. Bon bah j'écris ce que c'est dt. J'écris ce que c'est dt en fonction des du. Donc je vais devoir prendre cette égalité là et la dériver. Le dt ça va être simplement a du. Je vais mettre ça un petit peu en plus petit. Tac. Et donc, on obtient l'intégrale. Ah oui, alors. Lorsque t égale à 0, que vaut u? Bah 0. Lorsque t égale à plus l'infini, que vaut u? Bah plus l'infini sur a, c'est-à-dire plus l'infini. Donc on l'écrit plus l'infini 0. Et là, je vais avoir ln. Là, je vais avoir ln de au, d'accord? Mais j'utilise tout de suite les propriétés du logarithme qui me disent que ça fait ln de a plus ln de u. Et donc là, le a carré ne change pas. Et t carré, ça va faire a carré u carré. Et mon dt, c'était adu. Je continue à simplifier.
Donc là, je vais avoir ln de a plus ln de u. Je peux supprimer le a ici. Donc ça va faire, et je peux factoriser par a. Voilà, ça fait ça. J'ai très envie d'utiliser la relation de Chasles. Ici, là, j'ai un plus, l'intégrale d'une somme. Bon, j'ai envie de dire que c'est la somme des intégrales. On l'écrit et puis on voit si ça a un sens. Alors, qu'est-ce que j'ai envie de faire? J'ai envie de je vais l'écrire et je vais même carrément faire une étape supplémentaire. Les constantes, à savoir le ln2 et le a, je vais les retirer de l'intégrale. J'utilise la linéarité en fait, tout simplement. Donc, je vais avoir ln de a sur a fois l'intégrale entre 0 et plus l'infini de 1 sur 1 plus u carré du. On se posera la question juste après pour le sens que tout ça, ça a. Et après, j'ai ln de u sur 1 plus u carré. Est-ce que tout ça, ça a du sens? J'ai fait une relation ici dans cette égalité, j'ai appliqué la linéarité de l'intégrale. Attention, dans les intégrales généralisées, la linéarité de l'intégrale fonctionne si les deux intégrales ici sont convergentes. Et si elles le sont, eh bien, l'égalité est vraie. Donc on se pose la question, est-ce que cette intégrale converge? Oui, parce que c'est une intégrale classique. Ça, on va le calculer en fait facilement. On connaît une primitive et bon, bref, on sait que ça converge. Ou alors on dit simplement que cette fonction-là, elle est continue sur 0 plus l'infini. Il y a un problème en plus l'infini. Et qu'est-ce qu'on va faire en plus l'infini? On fait un équivalent. C'est équivalent à 1 sur u carré. Et l'intégrale entre 1 et plus l'infini converge. Ok? Donc, mais bon, voilà. Le plus simple, c'est de dire que le plus simple, c'est de faire le calcul puisqu'on va en avoir besoin. Et ici, cette intégrale-là, c'est l'intégrale I1, d'accord? Donc, pas de problème, tout converge sur A. Je vais calculer tout de suite une primitive, c'est arctangente de T. Alors, non, le mieux, si on veut vraiment bien le rédiger, on va pas faire comme ça. Le mieux, on va dire que ça, c'est I1, c'est-à-dire 0. Et on a que pour tout x positif, l'intégrale entre 0 et x de 1 sur 1 plus u carré, je connais une primitive ça fait arctangente de x et ça tend vers, lorsque x tend vers plus l'infini, ça tend vers pi sur 2. C'est pas ça que je vais faire. Oups, j'ai supprimé la page. C'est pas grave. On va la rajouter. Tac. Voilà. Donc on avait quoi? On avait ln de a sur a fois pi sur 2 plus i1 qui était égal à 0. Et donc on peut conclure ainsi. L'intégrale entre... Enfin, on sait qu'elle converge, donc on n'a pas besoin de répéter qu'elle converge. IA, c'était donc ln de a sur a fois pi sur 2. Voilà. Alors maintenant, dans cet exercice, on doit étudier une suite d'intégrales. La suite in, qui est définie par l'intégrale de 0 à plus l'infini de x puissance n exponentielle moins x. C'est une intégrale hyper classique, donc il faut vraiment bien retenir ce que je vais dire. C'est quelque chose de très courant, donc ça, vous ne pouvez pas passer à côté. C'est vraiment quelque chose à savoir faire. On commence déjà par démontrer la convergence de l'intégrale in. Pour ça, je vais tout de suite fixer un n. Et je vais étudier la convergence de in. Alors, commençons tout de suite par la continuité.
la fonction qui a x associe x puissance n exponentielle moins x, elle est continue sur 0 plus l'infini. Vous avez donc un caractère impropre en plus l'infini, et c'est ça qu'on va étudier. Alors, là, ce que je vais écrire, ça va être un brouillon. Donc, vous devez étudier x puissance n exponentielle moins x, sachant que c'est au voisinage de plus l'infini le problème. Alors, on pourrait se dire, pour démontrer la convergence de cette intégrale, la première question à se poser, c'est est-ce que je peux trouver facilement une primitive? C'est vrai, là j'ai parlé de continuité, mais peut-être qu'en fait on peut trouver une primitive et c'est réglé. Alors non, si jamais vous n'aviez pas ça, vous voyez, si vous aviez juste exponentielle de moins x, bon bah non seulement c'est une intégrale convergente, et en plus vous connaissez une primitive, donc vous pouvez dire que l'intégrale converge et en plus la calculer. On ne peut pas trouver de primitive. Donc, primitive, enfin, du moins il en existe, mais il n'y en a pas des connues. Donc les primitives, non. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? On pourrait faire un équivalent lorsque t tend vers plus l'infini, peut-être, de ça. Alors, il n'en existe pas de plus simple. Je ne connais pas un équivalent de e de moins x en plus l'infini, et je ne connais pas un équivalent plus simple de x puissance n en plus l'infini. De toute façon, c'est un polynôme x puissance n, donc il n'y a pas d'équivalent plus simple qu'un polynôme. À part, enfin si, à part un monôme, mais c'est un monôme, donc il n'y a pas d'équivalent plus simple. Donc un équivalent, non. Ensuite, on pourrait penser à une majoration. Alors, pas besoin de mettre des valeurs absolues, tout est positif. On pourrait se dire, bon, bah, je vais essayer de majorer, mais majorer par quoi? Le x n'est pas plus petit que quelque chose. Le x, ça va être quelque chose qu'on va prendre dans 0 plus l'infini. Donc, le x, je ne peux pas je peux pas majorer x. Si je ne peux pas majorer x, là, ça va être compliqué pour majorer ça. Donc, une majoration ne sera pas possible. Alors, dans ces cas-là, il reste le dernier recours, c'est d'utiliser le théorème de comparaison pour des petits taux. Et c'est exactement ce qu'on va faire, et ça va très très bien s'y prêter parce que on a une exponentielle, et donc on va vouloir faire apparaître une croissance comparée. C'est tout à fait ce qu'il faut faire ici. Alors, on y va. Ce qu'on souhaiterait, c'est dire que cette fonction, lorsque x tend vers plus l'infini, est égale à un petit taux d'un truc dont l'intégrale converge. Alors, vous connaissez pas beaucoup des intégrales qui convergent, en tout cas des intégrales de référence. Vous connaissez l'exponentielle de moins ax entre 0 et plus l'infini, et vous connaissez les intégrales de Riemann. Voilà. Alors, on pourrait se dire, est-ce que là, par exemple, je peux mettre exponentielle de moins x? Bah, non, parce que si vous faites le quotient, si vous faites lui divisé par lui, ça va faire x puissance n et ça ne tendra pas vers 0. Donc ça, c'est pas un bon choix. Donc on ne va pas utiliser cette intégrale de référence. On va utiliser celle-là. Là, c'est un 1. On va utiliser l'intégrale de Riemann. Alors essayons de voir si ça marche. 1 sur x carré. Alors, on va voir que, évidemment, bah là, ça va bien marcher. On a ça. Alors, je vais dire, en effet, pour démontrer un petit taux, c'est toujours simple, c'est simplement un calcul de limite. Il n'est pas censé avoir de difficulté particulière, c'est un calcul de limite, et normalement, vous êtes censé savoir très bien mener ces calculs. Ça fait x puissance n plus 2 exponentielle de moins ax, et ça, lorsque x tend vers plus l'infini, a priori ça fait une forme indéterminée, mais en fait non, c'est un résultat du cours qui s'appelle les croissances comparées, qui vous dit que ça tend vers 0. Donc c'est bien un petit taux d'un sur x carré. Et alors là, n'allez pas trop vite, n'écrivez pas et l'intégrale de 0 à plus l'infini de 1 sur x carré converge. Je sais que votre domaine qui vous intéresse, c'est le domaine 0 plus l'infini. D'accord. Mais il ne faut pas aller trop vite en disant que cette intégrale-là converge. Hein. C'est seulement sur 1 plus l'infini l'intégrale de Riemann. Okay, donc, l'intégrale entre 1 plus l'infini dx converge, car c'est une intégrale de Riemann. Cette intégrale converge. Donc, d'après
le théorème. Alors normalement dans le théorème de comparaison pour des petits taux ou pour des grands taux, sans le résultat est le même, c'est des fonctions intégrables. C'est avec des fonctions intégrables. Donc c'est avec des intégrales qui convergent absolument. Mais si vous voulez, ça c'est positif, donc il n'y a pas de problème. Donc si vous voulez, je peux préciser, même si ça n'a aucune importance, parce que c'est pareil, hein, converger absolument et converger. Ici c'est la même chose, vu qu'on intègre quelque chose qui est positif, donc voilà, c'est pareil. Donc d'après le théorème de comparaison, pour des petits taux, eh bien qu'est-ce qu'on a? On a que l'intégrale entre 0, entre 1 et plus l'infini de x puissance n exponentielle moins x converge. Alors bien sûr, c'était pas la question. La question c'était sur 0 plus l'infini. Là, vous avez démontré pour 1 plus l'infini. Bon, vous avez fait tout le travail. Parce que sur l'autre morceau, 0, 1, 0, 1 est un segment et la fonction est continue sur le segment, donc il n'y a pas de problème. Alors on l'écrit. Mais la fonction qui a x associe x puissance n exponentielle de moins x, elle est continue sur le segment 0,1. Je ressouligne ça parce que c'est trop important. Donc, une fonction qui est continue sur un segment, l'intégrale d'une fonction continue sur un segment converge, toujours. Donc cette intégrale converge. Ainsi, pour tout n, on a bien démontré que l'intégrale in converge. Et voilà pour la convergence. Maintenant, il nous faut une relation de récurrence entre in plus 1 et in. Alors, faisons-le. On prend un n et on va commencer, on va écrire ce que c'est in plus 1. Alors, remarquez d'abord que cette intégrale existe, in plus 1 existe. En fait, pour tout n, in existe. Donc, i indice n'importe quoi va donner une intégrale convergente. Donc déjà, j'ai bien le droit d'écrire ça. Et si, par exemple, vous aviez, je sais pas, vous aviez 1 ici, ok, vous êtes sur 0, 1. Comment vous feriez pour calculer cette intégrale? Enfin, pour trouver une relation de récurrence entre in plus 1 et in. Simplement, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez faire une intégration par partie. Et vous diriez, donc j'imagine que lui, on le dérive, on va l'appeler f, et lui, on l'intègre. Alors, en général, on le fait avec des u et des v. Donc lui, on va venir le dériver, et lui, on va venir le primitiver. C'est ce que vous feriez. Simplement, ici, il faut faire un petit peu attention, parce que vous avez des intervalles, vous n'avez pas des segments. Et donc, contrairement aux IPP de PTSI, quand vous avez des IPP, vous avez simplement entre A et B. Okay, sauf que nous, notre B, ça peut être plus l'infini. Donc il faut faire attention à ne pas écrire des choses du genre U évalué en plus l'infini. Voilà. Donc il y a des limites à écrire et il y a des vérifications d'existence de limites. C'est très important. Ce qu'on va faire, ce que je vous conseille d'ailleurs pour bien le rédiger, faites-le comme si c'était une intégrale de PTSI, on le fait au brouillon, et après on le rédige proprement. Alors, je vais l'écrire en violet. En violet, c'est ce que vous feriez au brouillon. Au brouillon, qu'est-ce que vous feriez? Vous diriez, lui, je vais vouloir le dériver, et lui, je vais vouloir le primitiver. Et concrètement, qu'est-ce que ça va faire? Eh bien, ça va faire quoi? Ça va faire UV entre 0 et plus l'infini, moins l'intégrale de... alors, excusez-moi, je me suis trompé. C'est UV'. Voilà. Et votre U, qu'est-ce que ça serait? Bah, U, ça serait la fonction 1 sur n plus 1 x puissance n. N plus 2. Alors, est-ce qu'on dérive ça? Qu'est-ce que je fais moi? Non, plutôt, on dérive, excusez-moi. Plutôt une dérivée là.
C'est lui qu'on va primitiver. Voilà. Donc ça fait U'(V). Hop. Voilà. Donc votre U, qu'est-ce que ça serait? C'est x puissance n plus 1. Et votre V, ça serait la primitive d'exponentielle moins x, à savoir moins exponentielle moins x. Voilà. Et il suffit d'écrire la formule, et puis après, vous calculez vos intégrales. Ce qu'on va conserver, du coup, ici, c'est simplement ce que j'ai écrit là. D'accord? Alors, ça, on oublie. Tout ça, on oublie. Et maintenant, on va bien le rédiger. On va dire, posons... Je vais les appeler f et g comme dans le cours. Posons f, la fonction qui a x associe x puissance n plus 1. Posons g, la fonction qui a x associe moins exponentielle de moins x. Et vous vous rappelez, pour faire cette intégration par partie, vous avez besoin de calculer la limite lorsque x tend vers 0. Alors il y a deux limites, il y a la limite en 0 et la limite en plus l'infini. Alors regardons la limite en 0. La limite en 0 de f de x, g de x. Donc là, c'est simplement moins x puissance n plus 1 exponentielle moins x. Et là, c'est pas du tout une croissance comparée, c'est simplement un produit de limites. Ça va faire 0. On a bien quelque chose qui existe et qui est fini. Regardons la limite en plus l'infini. Cette fois, c'est une croissance comparée et ça va faire quand même 0. D'ailleurs, j'aurais pu le rajouter là. Là. C'était une croissance comparée. Ça, vous n'en avez pas besoin. Hop. Donc, d'après le cours, le crochet FG entre 0 et plus l'infini, qu'est-ce qu'il vaut? Il vaut 0 moins 0, à savoir 0. Et là, vous pouvez dire, d'après... N'écrivez pas IPP, s'il vous plaît, sur une copie, on écrit tout, pas d'abréviation. D'après le théorème, on écrit les choses bien et proprement, d'intégration D'après le théorème d'intégration par partie, vous écrivez donc que IN plus 1, c'est le crochet FG, dont on a démontré qu'il était égal à 0, moins l'intégrale entre 0 et plus l'infini de quoi? Alors on avait dit quoi? On avait dit que lui, je le dérivais, et lui, je l'intégrais, c'est ça, hein. Voilà, donc ça fait F'G. C'est-à-dire, alors la dérivée de f, n plus 1 xn. Donc le n plus 1, je vais le mettre devant. N plus 1, 0 plus l'infini. Donc là, j'ai x puissance n. Et le g de x, peut-être je vais les écrire en dessous, hein. F' de x, c'est quoi? C'est n plus 1 xn. Et g de x, c'est moins e de moins x. Donc ça va faire moins e de moins x ici. Et évidemment, le moins, je vais le sortir. Et là, vous voyez le truc venir. Ça fait n plus 1 in. Ainsi, pour tout n, in plus 1, c'est n plus 1 in. Voilà. Et après, on nous demande, je crois, de trouver la valeur de in. Alors, on ne vous la donne pas. Bon, c'est pas très compliqué à trouver, franchement. Regardez la relation que vous venez de démontrer. Et prenez pour n, vous prenez par exemple 0. Ça veut dire que I1, c'est égal à I0. D'ailleurs, I0, on va le calculer. Alors, qu'est-ce que c'est I0? C'est l'intégrale entre 0 et plus l'infini de exponentielle de moins x.
Tout a un sens. L'intégrale de droite, c'est une intégrale de référence. L'intégrale de gauche, I0, j'ai démontré que IN convergeait pour tout n, donc en particulier I0 converge. Et ça, par calcul, ça doit faire 1. Peut-être je vais justifier. Pour tout x positif, intégrale entre 0 et x de e de moins x, je connais une primitive, alors je ne m'en prive pas. Excusez-moi, on va mettre une autre variable là, c'est pas top. On va mettre grand A. Ça fait quoi? Ça fait exponentielle de moins A plus 1. Et je connais la limite. Lorsque A tend vers plus l'infini, c'est 1. Donc c'est pour ça que I0 vaut 1. Alors, essayons de trouver la valeur de IN pour tout n. Commençons par remarquer que I1 c'est quoi? Lorsque je remplace n par 0, ça va faire 1. Ça va faire 1. Et ça va faire 0. Donc au final, on va avoir I1 est égal à I0. Maintenant, je prends n égale 1. Je prends n égale 1 dans l'égalité que vous venez de prouver ici. Ça va faire I2 égale 2I1, c'est-à-dire 2I0. Ensuite, I3, donc pour n égale 2, ça va faire 3 fois 2, 6. I4, ça va faire 4 fois 6. Est-ce que vous repérez quelque chose là? Normalement, ça doit un peu sauter aux yeux. Vous repérez en fait que ça c'est 0, ça c'est 1 factoriel, ça c'est 2 factoriel, ça c'est 3 factoriel et ça c'est 4 factoriel. Comprenons la logique un petit peu. I1 ça fait 1 factoriel, I2 ça fait 2 factoriel. Alors à votre avis, qu'est-ce que vous avez envie de dire? On a envie de dire que IN c'est n factoriel. Montrons-le par récurrence. Montrons par récurrence que pour tout n, la propriété Pn, ça sera In est égal à n factoriel. Alors, initialisation. Initialisation, c'est assez simple. I0, on avait trouvé 1, et 0 factoriel, ça fait 1. Donc c'est OK. Passons à l'hérédité. L'hérédité, supposons que In est égal à n factoriel pour un certain n appartenant à une étoile. Le cas où n égale à 0 a déjà été traité. Alors, qu'est-ce qu'on a? Maintenant, évidemment, moi je veux montrer que IN plus 1, c'est n plus 1 factoriel. Alors, regardons ce que c'est IN plus 1. D'après la formule que vous avez prouvée, ça fait n plus 1 fois IN. Mais d'après l'hypothèse de récurrence, IN est égal à n factoriel. Et n plus 1 fois n plus 1 factoriel, n plus 1 fois n factoriel, ça fait n plus 1 factoriel. Donc, la récurrence se termine ainsi. Pour tout n appartenant à grand N, eh bien IN, c'est n factoriel. Et voilà, ça conclut l'exercice. Alors passons à l'exercice 10 maintenant. Donc c'est la même chose, on a encore un paramètre réel A, et on doit étudier deux intégrales qui vont dépendre de ce paramètre.
Donc la première question, c'est démontrer que les deux intégrales IA et JA convergent. On fait exactement comme d'habitude, après avoir fixé un A réel. On va commencer par l'intégrale IA. Donc, on va dire la fonction qui a t associe 1 sur 1 plus t carré fois 1 plus t puissance a, c'est une fonction qui est continue sur l'intervalle 0 plus l'infini. Pourquoi en 0? Alors, pourquoi j'ai mis 0 ici? Regardez cette fonction là. Si vous vous posez la question est-ce que c'est bien continu en 0, pour répondre à ça, il faut étudier la limite lorsque t tend vers 0 de cette fonction. On étudie la limite lorsque t tend vers 0. Si la limite existe et est finie, alors cette fonction est bien continue en 0. Voilà, ça fait simplement 1 sur 1 plus 0 carré. Bon, ça fait 1 quoi. Ok, ça fait juste 1. Donc la limite existe, elle est finie, donc la fonction est bien continue en 0. Et c'est pour ça que vous avez seulement un caractère impropre en plus l'infini. Alors, donc il y a un caractère impropre en plus l'infini. Pour ça, on va dire, on va faire un équivalent. Là, ça s'y prête particulièrement bien de faire un équivalent, parce que ici, c'est des polynômes. Vous voyez, vous avez des polynômes, donc faire des équivalents à l'infini pour des polynômes, c'est facile. On connaît des équivalents très simplement, et on va le faire tout de suite. On va effectuer un équivalent lorsque t tend vers plus l'infini. L'avantage des équivalents, c'est que il y a une stabilité par produit et quotient. C'est-à-dire que si vous voulez faire un équivalent de tout ça, vous pouvez très bien vous dire, ok, je vais d'abord faire un équivalent de lui, ensuite je vais le multiplier à un équivalent de lui, et ensuite je vais faire le quotient. Vous avez le droit de faire ça parce que vous avez le droit de multiplier des équivalents et vous avez le droit de les quotienter. Donc lui, par exemple, ça sera équivalent à t carré lorsque t tend vers plus l'infini. Lui sera équivalent à t puissance a, et vous les multipliez et vous faites le quotient. Et au final, alors je vais quand même mettre un petit peu de détail. Ça va faire t carré fois t puissance a, ce qui fait 1 sur t puissance a plus 2. Or, le petit a est positif, donc a plus 2, bah, c'est plus grand que 2, et 2 c'est plus grand que 1. Donc l'intégrale entre 1 et plus l'infini. Alors là, il y a un petit piège. Vous pourriez avoir tendance vous pourriez avoir envie d'écrire ça. Alors, je vais l'écrire, mais là il y a une petite erreur, on va la voir ensemble après. Vous pourriez avoir envie d'écrire ça. Cette intégrale, on a envie de dire que cette intégrale converge. Bah oui, parce que le domaine c'est 0 plus l'infini. On a fait un équivalent. Lui est équivalent à lui. Et on aimerait bien dire que lui, le terme de droite, son intégrale entre 0 et plus l'infini, elle converge. Le problème, c'est que c'est faux. Cette intégrale-là, entre 0 et plus l'infini, elle ne converge pas. C'est seulement entre 1 et plus l'infini. Faites attention. Donc, cette intégrale entre 1 et plus l'infini converge. C'est une intégrale de Riemann. Il faut juste être un petit peu prudent là-dessus. Donc, et là aussi, il faut être prudent dans ce que je vais écrire. Donc, d'après le théorème de comparaison par équivalence, j'ai bien la positivité. Hein. Ça, c'est bien positif. Et c'est là où il ne faut pas se tromper. Là, vous avez démontré à ce stade que c'était l'intégrale. C'est l'intégrale entre 1 et plus l'infini qui va converger. Le théorème de comparaison par équivalence, vous l'appliquez avec cet équivalent. Lui est équivalent à lui. Mais vous l'appliquez sur ce domaine-là, le domaine 1 plus l'infini. Vous ne pouvez pas l'appliquer sur le domaine 0 plus l'infini parce que cette intégrale-là, si je mettais un 0 ici, cette intégrale-là ne converge pas. Donc le théorème de comparaison par équivalence, vous ne l'appliquez seulement sur le domaine 1 plus l'infini. Donc à
ce stade-là, vous pouvez juste écrire ça. Cette intégrale converge. Mais pas de panique, parce que là on peut se dire, oh bah d'accord, mais qu'en est-il du morceau 0,1? Et ce morceau-là, est-ce qu'il converge? Parce que si ce morceau-là convergeait, eh bien vous avez un morceau sur 1 plus l'infini qui converge, l'autre morceau sur 0,1 qui converge, donc la somme des deux qui fait l'intégrale sur le domaine entier va converger. Mais est-ce que l'intégrale sur 0,1 converge? Oui, parce que la fonction est continue sur le segment 0,1. De plus, la fonction qui a t associe 1 sur 1 plus t carré, je me rends compte que j'aurais dû lui donner un nom, je l'utilise tellement de fois que j'aurais dû l'appeler f, bon c'est pas grave. Cette fonction-là, elle est continue sur le segment 0,1, donc c'est une intégrale de PTSI, c'est une intégrale qui va toujours converger. J'attire bien votre attention sur le fait que c'est la continuité sur le segment. Si vous avez les deux, continu et que c'est un segment, alors c'est réglé, l'intégrale va toujours converger. Et continue sur le segment 1, alors l'intégrale entre 0 et 1 de cette fonction, alors là ça me saoule un petit peu, je vais faire un copier, hop, cette fonction converge, et ainsi, je l'avais appelé IA, et ainsi IA converge. Voilà, maintenant on va étudier c'était JA, donc étudions JA, la fonction qui a t associe, alors je vais l'écrire une bonne fois pour toutes, et je vais la copier après, donc on recopie la fonction. Cette fonction-là, c'est une fonction qui est continue sur 0 plus l'infini. Alors, c'est bien le domaine où on l'étudie, oui. Donc cette fonction-là, elle est continue sur 0 plus l'infini. Pourquoi elle est continue en 0? Je vous pose la question. Eh bien, simplement parce que la limite, lorsque t tend vers 0 de toute cette quantité, eh bien c'est 0 puissance a sur 1 fois 0 carré, etc. Donc 1, donc ça fait 0 en fait. Donc la limite existe et est finie, donc la fonction est bien continue en 0, il n'y a pas de problème. Le caractère impropre est simplement en plus l'infini. Donc on a dit que ça, je vais le réutiliser plein de fois, je le copie. Faisons un équivalent. Donc on a l'équivalent suivant. Je ne touche pas au numérateur, puisque je ne connais pas d'équivalent plus simple au numérateur que lui-même. Et là, je vais avoir t puissance 2 plus a, et ça tombe pile sur 1 sur t carré. C'est positif, il n'y a pas de problème, c'est même strictement positif. Et l'intégrale entre... Faites attention, ne mettez pas 0, parce que ça serait faux. C'est seulement l'intégrale entre 1 et plus l'infini. Et l'intégrale entre 1 de 1 sur t carré converge. Donc, d'après le théorème de comparaison par équivalence, cette intégrale-là, entre 1 et plus l'infini, c'est 1 et c'est pas 0, parce que le théorème de comparaison par équivalence, vous ne l'appliquez seulement sur le domaine 1 plus l'infini. Vous ne l'appliquez pas sur le domaine 0 plus l'infini, tout simplement parce que cette intégrale-là ne converge pas si je remplace le 1 par 0. Okay. Pour l'instant, vous avez seulement prouvé que c'est l'intégrale à partir de 1 ici, hein, et pas 0. C'est très important. Terme de comparaison par équivalence, l'intégrale converge. Cette intégrale converge, mais
mais la fonction qui a t associée, donc la fonction qu'on étudie, celle-là, elle est continue. Elle est continue sur le segment 0,1. Là, il y a deux choses importantes. Il y a la continuité et le fait que ça soit un segment. Les deux sont primordiaux. Vous ne pouvez pas les zapper. Continue sur le segment. Donc son intégrale sur ce segment converge. Alors, excusez-moi, on va juste mettre ça là. Hop. Donc cette intégrale converge ainsi. L'intégrale, c'était JA ou KA, je suis perdu là, c'est JA. Voilà, intégrale JA converge. Alors la question 2, c'était quoi? C'était poser U égale 1 sur T. Ok. Je reprends A, un réel, et c'est parti. On commence par écrire ce que c'est IA. Donc 1 plus T carré, 1 plus T puissance A, et on me suggère de faire un changement de variable, alors on va écrire. C'est U égale 1 sur T, on exprime tout de suite le T, T c'est 1 sur U, on l'a fait tout à l'heure, hein, donc il n'y a pas de difficulté. Le dt c'est donc moins 1 sur U carré du. Je leur dimensionne pour que ça soit plus lisible. Les bornes, alors là je vais aller un peu plus vite, c'est vraiment quelque chose qu'on vient de faire. Donc là c'est plus l'infini 0, et à l'intérieur je change tout, tous les t je vais les remplacer. Les t je vais les remplacer par 1 sur u. Ça va faire 1 sur 1 plus u au carré, 1 plus 1 sur u puissance a, et le dt c'est moins 1 sur u carré du. Repérer ces deux signes moins, il y en a un là, et là je peux inverser les bornes, ce qui va me donner un autre signe moins. Donc j'inverse les bornes, il y a un signe moins qui apparaît, qui va se compenser avec lui. Donc ça va me faire l'intégrale entre 0 et plus l'infini, et je vais commencer par, je vais aussi, ce u carré, je vais le développer ici. Je vais le mettre ici, ça va faire 1, et je vais le mettre ici, ça va faire u carré. On va donc obtenir ça, u carré plus 1. Et aussi, ici, je vais mettre au même dénominateur. Donc ça va faire u puissance a plus 1 sur u puissance a. Le u puissance a ici, je le remonte ici au numérateur. U puissance a divisé par 1 plus u carré. On est d'accord que la variable que j'utilise, elle porte un nom, ici c'est u, mais le nom de la variable n'a absolument aucune importance. J'aurais pu utiliser un autre nom, par exemple la lettre t, et utiliser le nom que vous voulez, mais on est d'accord qu'on retrouve clairement l'intégrale JA. Sauf que l'intégrale JA avait été écrit dans l'énoncé avec un t, mais c'est une variable muette, ça n'a aucune importance, vous utilisez celle que vous voulez. Donc l'égalité est démontrée. Alors, ensuite, calculer IA plus JA et en déduire la valeur de IA plus puis la valeur de JA. Alors c'est parti. C'est la question 3. Fixons A et calculons IA plus JA. Donc on y va. 1 plus t carré et là j'ai t puissance A
Alors, ces deux intégrales sont convergentes, donc on peut les additionner, utiliser la linéarité sans aucun problème. Ce qui va me faire 1 plus t puissance a divisé par 1 plus t au carré, 1 plus t puissance a, et ça se passe très très bien parce que ça se simplifie. Et on obtient donc l'intégrale entre 0 et plus l'infini de 1 sur 1 plus t carré dt. Et on a vu tout à l'heure que ça faisait pi sur 2. Donc la somme des deux vaut pi sur 2. Ainsi, eh ben, qu'est-ce qu'on a? On a les deux intégrales. Regardez, la somme des deux vaut pi sur 2. Mais les deux intégrales sont égales. Donc en fait, voilà, si la somme des deux fait pi sur 2 et si c'est les deux mêmes, bah, les deux valent pi sur 4 en fait. Okay, donc ainsi, on va dire comme IA plus JA est égal à voilà, on a ça. On obtient que les deux, bah, on sait que les deux sont égales, et pour que la somme fasse pi sur 2, il n'y a pas le choix. C'est que les deux doivent être égales à pi sur 4. Voilà.